Parfois, les murs ont une mémoire. Et parfois, cette mémoire est tellement lourde, tellement complexe, qu'elle finit par les ronger de l'intérieur. C'est exactement l'histoire de cette maison en Provence, un lieu qui se retrouve piégé entre un passé intellectuel immense et un présent, disons, empoisonné. Alors, on va plonger direct dans le vif du sujet. Voici la Bastide du chemin de Paradis, à Martigues. À première vue, on se dit « quelle élégante demeure provençale ». Mais derrière cette façade se cache une véritable énigme, une promesse qui n'a pas été tenue et l'héritage d'un des personnages les plus controversés du XXe siècle. Bon, commençons par le commencement, l'état des lieux. Parce que l'abandon de cette maison, ça en dit déjà très très long sur l'embarras qu'elle représente aujourd'hui. Ce qui frappe tout de suite, c'est le décalage. Le décalage entre ce que cette maison devrait être et ce qu'elle est devenue. La Direction régionale des affaires culturelles a officiellement classé son état comme mauvais. Imaginez, elle est vide, silencieuse, attaquée par les insectes et surtout fermée au public. Ce qui, on va le voir, va totalement à l'encontre de sa raison d'être. Pour comprendre pourquoi elle en est là, il faut s'intéresser aux protagonistes de cette histoire. D'un côté, on a le propriétaire d'origine, de l'autre, son gardien actuel, et entre les deux, il y a un gouffre idéologique. Le nom au cœur de toute cette affaire, c'est Charles Maurras. Il faut bien le dire, c'était un géant intellectuel, un académicien, une figure absolument centrale de la vie littéraire française, et sa maison, eh bien, elle était le témoignage de cette immense influence culturelle. Mais voilà, il y a une autre facette, beaucoup plus sombre. Maurras, c'était aussi le théoricien d'un nationalisme radical, un anti-Dreyfusard virulent, et il a fini sa vie condamné à la dégradation nationale pour intelligence avec l'ennemi. C'est cet héritage-là, ce lourd fardeau, qui pèse aujourd'hui sur les murs de la Bastide. Et voilà. On arrive à l'incroyable paradoxe de cette situation. La maison d'un des pères de l'extrême droite française est aujourd'hui la propriété légale de ses adversaires politiques de toujours, la municipalité communiste de Martigues. Alors là, la question qu'on se pose tous, c'est comment a-t-on bien pu en arriver là ? L'histoire de cette acquisition, elle est loin d'être banale. C'est le résultat d'un accord qui, avec le recul, ressemble à un véritable piège. Un piège mémoriel. Alors, pour faire simple, après la mort de Maurras, c'est son neveu qui hérite et qui essaye de faire vivre la maison comme un lieu de mémoire. Le problème, c'est que l'entretien coûte une fortune. Et en 1997, à bout de ressources, il conclut un marché avec la ville, il cède la maison pour 1 franc symbolique, mais attention, avec des contreparties très très précises. Et c'est là que tout se joue. Ce n'est pas un simple don, non. C'est un contrat en bonne et due forme. L'acte notarié est hyper clair, il impose à la mairie des obligations légales. Entretenir la maison, l'ouvrir au public et surtout, ne jamais, au grand jamais, disperser la bibliothèque. Près de 30 ans plus tard, que reste-t-il de ces belles promesses ? Eh bien, le constat est sans appel, c'est un abandon quasi total. La comparaison est brutale. Engagement par engagement, tout a été rompu. La conservation ? La maison tombe en ruine. Le musée ouvert au public ? Il est fermé pour une durée indéterminée. Et le plus grave, peut-être, la bibliothèque, qui devait rester sur place, eh bien, elle a été complètement démembrée. 14 500. C'est le nombre de livres que contenait cette bibliothèque. Une perte immense. Parce que ces ouvrages, à eux seuls, ils racontent des décennies d'histoire intellectuelle française. C'est un trésor. Et pour bien comprendre la valeur de ce trésor, il suffit de lire cette dédicace. C'est Marcel Proust sur son tout premier livre, offert à Maurras. On y trouvait aussi des exemplaires signés par Gide, Malraux, Valéry, bref, une collection qui n'a pas de prix et qui est aujourd'hui complètement éparpillée. Alors, évidemment, on se demande comment la mairie justifie-t-elle cette situation ? Et c'est là que l'histoire bascule dans une impasse politique, faite d'excuses et d'accusations. L'argument numéro 1 de la municipalité, c'est le manque de moyens. Le problème, c'est que les chiffres racontent une toute autre histoire. Pendant que 850 000 € qui avaient pourtant été alloués en 2019 pour la maison n'ont jamais été dépensés, la ville a trouvé 4,5 millions pour rénover le stade de foot. Du coup, la question se pose, et elle est directe. Que sont devenus ces fonds qui étaient spécifiquement prévus pour la rénovation ? À ce jour, la réponse reste très floue. La mairie parle d'une simple reprogrammation des travaux. On a donc un tableau assez clair. D'un côté, la version officielle, les fameuses contraintes budgétaires. Et de l'autre, des faits un peu troublants, un comité de suivi qui est censé veiller au respect des engagements, mais qui est aux abonnés absents depuis plus d'1 décennie, et une opposition politique qui, elle, dénonce une volonté délibérée d'enterrer le dossier. Mais au-delà des petites querelles politiques locales, cette affaire, elle soulève une question beaucoup plus large et finalement fondamentale. Comment est-ce qu'une société doit gérer son héritage quand celui-ci est dérangeant ? Cette phrase de la présidente d'Urgence Patrimoine, elle résume parfaitement l'enjeu. L'idéologie de Maurras est indéfendable pour beaucoup, on est bien d'accord. Mais est-ce que ça veut dire pour autant qu'il faut laisser son patrimoine architectural et littéraire tomber en poussière ? C'est vraiment le cœur du débat.
Finalement, l'histoire de cette maison, elle nous renvoie tous à une question essentielle. Face à un passé qui nous met mal à l'aise, est-ce que le choix est si binaire que ça? Soit on préserve et donc on honore potentiellement, soit on laisse le temps et l'oubli faire leur œuvre. La question, elle, reste complètement ouverte.